Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Lizzie présente Votre temps est infini de Fabien Olicard, lu par l'auteur. Avant-propos. Nous y sommes. Prêts à tromper les lois de la physique universelle ? Prêts à utiliser toutes les fonctionnalités de votre esprit ? Prêts à rendre relatif le temps qui compose vos journées ? J'ai conscience que, dit comme cela, la promesse semble trop belle pour être vraie. C'est donc la première barrière que nous allons faire tomber ensemble. Le temps qui passe vous appartient. Vous pouvez le stopper, le manipuler, l'accélérer, le multiplier. Votre temps est infini. Avec tout ce temps que nous allons générer, vous pourrez être plus productif professionnellement, mais aussi profiter de plus de non-temps, d'oisiveté, de moments dédiés à votre bonheur. Indirectement, vous allez également créer du temps pour les personnes qui vous entourent. Vous allez entendre les astuces, les concepts et les considérations que j'ai élaborées tout au long de mon parcours. Mais c'est avant tout une philosophie de vie qui m'a permis d'être heureux chaque jour, d'être toujours d'humeur égale et d'avoir la sensation de profiter du temps au lieu de subir son perpétuel écoulement. Je vous donne ainsi accès à tout ce qui m'a permis d'être libre et autonome. Vous serez peut-être surpris d'entendre des passages sur ma vie personnelle. Je tiens pourtant à vous y emmener, discrètement. En vous faisant assister à ces scènes du passé, je veux que vous assistiez aux difficultés que j'ai pu rencontrer, mais surtout que vous ressentiez la même étincelle que moi lorsque des situations m'ont proposé d'elles-mêmes des solutions. Ce sont ces mêmes solutions que nous allons appliquer pour augmenter votre temps disponible quotidien. J'ai hâte de découvrir ce que vous allez faire de cette nouvelle vie que vous allez créer. J'ai mis en place une page Facebook où vous pourrez me faire part de vos propres concepts et astuces et de ce que vous apporte votre nouvelle manière de vivre. Un espace virtuel dans un temps imaginaire, comme peut l'être ce livre audio. Je n'ai qu'une seule certitude. Chaque minute que vous dépenserez à m'écouter sera un bon investissement. Le seul investissement qui vous rapportera immédiatement. Une légende urbaine véhicule l'idée que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. C'est faux. Nous utilisons bien l'intégralité de ce fascinant organe, mais sans chercher à l'exploiter correctement. C'est probablement pour cette raison que nous n'utilisons correctement que 10% de notre temps. Et c'est ce que nous allons changer ensemble. Félicitations, vous venez de prendre la meilleure décision de votre vie. Introduction. Le pire esclave du temps que je connaisse. Lorsque j'ai décidé d'écrire sur ce sujet, j'ai tout de suite pensé à la personne la plus désorganisée que je connaisse. Je me suis dit que c'est exactement ce qui aurait pu l'aider et lui épargner des années de souffrance dans sa vie. Il cumule les médailles, puisque c'est également le pire procrastinateur que j'ai rencontré. Son histoire est assez atypique pour mériter de vous être contée. Tout a commencé avec le pire cadeau que l'on ait pu offrir à ce procrastinateur de compétition. Une certaine facilité à l'école. C'est assez naturellement qu'en primaire, il apprenait ses cours du jour pendant son petit déjeuner au lieu d'avoir un rituel le soir comme ses camarades. Pour lui, c'était extraordinaire. Il n'avait jamais de corvée d'apprentissage le soir en rentrant de l'école. Il pouvait se consacrer directement à ce qui l'amusait. Mais voilà. Au collège, la charge de travail augmente, avec le nécessaire apprentissage de l'autonomie. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à faire ses devoirs dans le bus tous les matins, sur ses genoux, avec des cours si mal tenus qu'aucune personne avec une sensibilité normale n'aurait voulu les lire. Pas même lui d'ailleurs, puisqu'il n'ouvrait jamais ses cahiers. Je me souviens avoir vu son professeur de mathématiques, en 5e,
éjectait violemment son bureau pour le renvoyer du cours avec fureur au vu de l'immonde torchon qu'il avait osé appeler ses devoirs. Son excuse pour justifier ce document illisible était que les résultats étaient justes. Il me semble que ce jour-là, il n'avait pas vraiment compris pourquoi son professeur était si mécontent. Sans méthode et avec de mauvaises habitudes, il s'est retrouvé au lycée Léonce Vieljeu, où on pouvait le voir régulièrement faire ses devoirs maison dans la cour, à la dernière minute, même lorsqu'il avait eu 15 jours de vacances pour les faire. La plus terrible des anecdotes est probablement celle de l'épreuve de philosophie au bac. Pas de brouillon, un premier jet non relu, rendu au bout d'1 heure pour une simple raison, les candidats avaient le droit de quitter la salle d'examen après cette première heure obligatoire. Son résultat à cette épreuve ? 18 sur 20. Ou comment récompenser l'incompétence ? Un véritable cadeau empoisonné qui ne l'aidait pas à changer. En plus d'un stress permanent, quand les échéances arrivaient, et d'une autodéception à chaque fois qu'il ne tenait pas les promesses qu'il s'était faites pour ne plus vivre ça, ce parcours rarement punitif ne lui permettait pas de se remettre en question et le laisser patauger dans ses habitudes. Après tout, pourquoi vouloir réparer une voiture qui nous emmène finalement toujours à destination en temps et en heure ? C'est ainsi qu'il est devenu un jeune adulte complètement désorganisé et procrastinateur de première, ne menant jamais correctement ses projets à bien, sans même comprendre comment le temps avait pu passer si vite, une fois de plus. Si je peux si bien raconter sa vie, c'est que cette personne, c'est moi. Aujourd'hui encore, j'éprouve un sentiment étrange quand je repense à ce jeune moi du passé. Comment ai-je pu laisser filer tant d'années sans réagir, alternant de longues périodes de sable mouvant dans du rien et des rythmes effrénés pour rattraper le retard accumulé ? Je ne me l'explique pas complètement, mais une chose est sûre, c'est ancré dans mes gènes. J'ai été sauvé par une chose, la curiosité, qui me pousse à me passionner pour tout et n'importe quoi. Comment assouvir ce besoin permanent d'apprendre, de comprendre et d'expérimenter si je gâchais mon temps constamment ? Surtout que, pour couronner le tout, j'étais un gros dormeur et un couche-tard. Et nous savons tous que ce que l'on fait entre 21h et 3h du matin est essentiellement du divertissement ou de l'occupation futile. Ce fut donc aux alentours de mes 17 ans que j'ai décidé que j'allais pouvoir tout faire, tout simplement. J'ai créé mes premiers mantras de vie, fait une réelle introspection, admis qui j'étais et compris que je ne pouvais pas lutter contre. J'ai décidé d'être heureux, d'avoir le temps que je voulais et d'être capable de faire tout ce que je voulais. Lorsque l'on arrête de mener un combat que l'on perd quotidiennement depuis presque 18 ans, il ne reste qu'une solution. Se créer un environnement et des méthodes qui ne vont pas contre nos tendances naturelles, qui ne font pas souffrir, qui s'adaptent à notre environnement naturellement. Le temps est transversal. Il se trouve partout dans notre vie. Pour en devenir maître, il faut une philosophie du temps écologique, qui ne provoque pas de souffrance quand on l'applique. Pas une méthode à suivre avec rigueur et douleur, mais une manière de vivre où l'on prend en compte ses défauts et ses préférences. Pour obtenir au final le pouvoir d'avoir toujours le temps de faire quelque chose que l'on souhaite. Autonomie et liberté. La gestion de votre temps est intimement liée à vos prises de décision. Quotidiennement, vous prenez au moins 35 000 décisions. Inutile de réécouter cette phrase en pensant y trouver une erreur. Il s'agit bien de 35 000 décisions. Ce nombre est hallucinant et un secret se trouve caché derrière. Votre alimentation vous demande en moyenne de prendre 221 décisions chaque jour. Mais vous n'en avez pas conscience. En réalité, 99,74% des décisions que vous prenez sont gérées inconsciemment par votre cerveau pour vous éviter d'avoir une surcharge mentale permanente. Votre inconscient s'appuie sur vos habitudes, vos croyances, vos craintes, vos désirs, vos buts, puis prend seul la décision qui crée le moins de conflits avec les facteurs précédents. La question qui se pose alors est: avez-vous décidé en amont de ce qui est important pour vous ? Avez-vous donné à votre inconscient une boussole qu'il pourra suivre pour prendre les 34 909 décisions qu'il gère à votre place chaque jour ?
Le jour où j'ai compris cette réalité, j'ai dû fouiller loin au fond de moi. J'ai dû être honnête envers moi-même pour accéder aux priorités de ma vie en allant chercher ce qui me rendait véritablement heureux. C'est comme cela que j'ai découvert mes mantras, autonomie et liberté. Deux mots simples qui représentent pour moi le bonheur. Guider ma vie vers ces deux notions et l'assurance d'être sur le chemin qui me correspond. Le travail que j'ai dû faire pour découvrir mes mantras et les comprendre fait qu'aujourd'hui, mon inconscient les connaît aussi bien que mon conscient. Maintenant, je sais que 100% de mes décisions quotidiennes sont examinées au travers de mes mantras. Est-ce que ce choix me rend plus ou moins libre? Est-ce que ce choix me rend plus ou moins autonome? En plus des conseils, des méthodes et des stratégies que ce livre audio va vous apporter, je vous amènerai aussi à découvrir vos mantras. Mais à présent que vous connaissez les miens, vous comprendrez mieux chacune de mes stratégies et pourquoi elles fonctionnent. Vous venez de gagner 1440 € par jour. Je vous propose maintenant un jeu pour votre esprit. Faites-le avec le plus de considération possible. Laissez œuvrer votre imaginaire et suivez-moi. Installez-vous confortablement et imaginez que vous êtes en train de regarder les résultats du loto à la télévision. C'est une soirée spéciale car un nouveau jeu vient d'être créé. Un habitant est choisi au hasard pour gagner 1440 € par jour, net d'impôts. Et devinez quel nom s'affiche à l'écran? Le vôtre. Vous ne rêvez pas. Ressentez cette émotion et digérez l'information car il y a quelques petites lignes de conditions au bas de l'écran. Heureusement pour vous, j'ai ma loupe et nous allons les découvrir ensemble. Cette incroyable somme vous est versée chaque matin, à votre réveil, automatiquement. Vous en disposez comme vous le souhaitez, mais il y a deux règles importantes et inconditionnelles. Première règle. Vous devez savoir que les versements peuvent se stopper définitivement à n'importe quel moment. Vous ne serez pas prévenu et vous n'avez aucun moyen de savoir si ça sera dans 2 heures, 2 jours, 2 ans ou 20 ans. Deuxième règle. Chaque jour, l'argent doit être intégralement dépensé. S'il vous reste de l'argent non dépensé à la fin de la journée, il vous sera retiré. Vous percevrez le nouveau versement de 1440 € le lendemain, sans un centime de plus. Vous ne pouvez donc pas économiser le moindre euro pour le dépenser plus tard. Voilà la vie de rêve qui vous attend. Réfléchissez maintenant à ce que vous allez faire. Comment envisagez-vous votre vie avec ce gain perpétuel pouvant s'arrêter à n'importe quel moment et devant être intégralement dépensé chaque jour? Avant d'écouter la suite, je veux que vous appuyiez sur pause et que vous imaginiez vraiment ce que vous feriez les premiers jours. Quand cette première étape sera claire, je veux que vous imaginiez ce que vous feriez au bout de quelques mois. Enfin, terminez par pousser votre réflexion en vous projetant au bout de quelques années. 1440 € chaque jour. Ne reprenez pas l'écoute avant d'avoir consciencieusement réalisé cet exercice. Alors, qu'avez-vous fait? Comment avez-vous apprécié cette fortune perpétuelle mais en même temps éphémère? En général, les personnes à qui je pose la question sont assez pragmatiques et règlent d'abord les questions de sécurité et de confort. Ensuite, elles s'occupent d'elles. Elles s'imaginent expérimenter, voyager, découvrir, apprécier et aimer. Et enfin, une partie des personnes qui jouent à ce jeu mental s'imaginent aider les autres en œuvrant pour des associations. Je suis certain que vous avez enfin réalisé vos grands rêves, toutes ces choses que vous aviez mises de côté dans votre vie par manque de temps, mais que vous ferez un jour. Vous avez sûrement visité ces pays qui vous fascinent depuis des années. Peut-être aussi avez-vous passé du bon temps avec vos proches. Dans tous les cas, vous avez enfin vécu la vie dont vous rêviez en faisant ces choses qui vous rendent heureux. Quel beau rêve vous venez de vivre. Mais accrochez-vous. Ce rêve va devenir une réalité dans quelques secondes. Vous recevez ce gain avec les mêmes règles chaque jour depuis votre naissance. Vous touchez chaque jour 1440 unités qui seront automatiquement dépensées et que vous ne pouvez pas épargner du temps.
En effet, une journée de 24 heures se compose de 1440 minutes. Chaque jour, vous recevez donc 1440 minutes de vie à dépenser, sans savoir quand ou comment le jeu de la vie s'arrêtera. C'est une fortune qui vous est attribuée chaque jour. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous devez en faire ce que vous voulez. Que vous en fassiez quelque chose ou pas, le temps sera consommé inexorablement. Mais jusqu'à présent, avez-vous vécu les choses que vous avez imaginées tout à l'heure? Non. Pourquoi? Il est temps de prendre conscience que vous êtes bénéficiaire de cette loterie et que vous seul pouvez prendre les décisions qui vous rendront heureux. Je pense même avoir complètement sous-évalué cette conversion entre les euros et les minutes. Une simple minute de votre vie est à mon sens bien plus précieuse qu'un simple euro. Maintenant que vous savez, comparez ce que vous faites de vos 1440 minutes quotidiennes avec ce que vous pensiez faire lors de ce jeu d'imagination. Vous aurez une nouvelle vision des directions que vous voulez prendre dans votre vie et une idée des décisions que vous devez prendre. La loterie peut s'interrompre à tout moment. N'attendez plus pour parcourir les chemins auxquels vous aspirez. Vous êtes le grand gagnant. Changez fondamentalement votre vision du temps. Dans cette première partie, vous allez agir sur le long terme en adoptant les bonnes pratiques pour optimiser votre vie. Imaginez que vous vouliez courir un marathon. Il faudrait bien sûr vous entraîner, mais aussi comprendre vos cycles de repos, votre alimentation, le rythme de vos séances, quel équipement acheter, etc. C'est la même chose pour accéder à son temps infini. Vous devez vous y préparer. À l'issue de cette partie, vous aurez compris ce qu'est le temps, mais surtout ce qu'est votre temps. Vous allez commencer par prendre contact avec les éléments essentiels de ma conception du temps. Cela vous permettra de les assimiler et de les laisser s'épanouir chez vous ensuite. Peut-être ne verrez-vous pas immédiatement l'importance de ces concepts. Mais lorsque vous passerez aux deux grandes parties suivantes, vous comprendrez à quel point ces détails cimentent l'efficacité globale de la méthode. Qu'est-ce que le temps? Vouloir rajouter du temps à l'infini dans sa journée est une sage ambition. Mais vous savez que la Terre tourne sur elle-même en 23 heures et 56 minutes. Donc, à moins d'avoir le pouvoir de ralentir sa rotation, une journée ne fera toujours que 24 heures. Heureusement, nous avons le pouvoir de malaxer, dupliquer et réorganiser le temps. Pas besoin d'être le dieu primordial Chronos pour obtenir du temps bonus. Mais il faut en premier lieu observer à quels endroits vous dépensez vos précieuses minutes habituellement. Les différents temps. Donner une nomenclature aux différents temps que vous utilisez vous aidera à comprendre comment vos 1440 minutes sont réparties dans une journée. Vos décisions seront ensuite prises en pleine conscience. C'est un premier pas vers la liberté. Catégoriser ces dépenses de temps est aussi important qu'une étiquette d'ingrédients sur une boîte de biscuits. Les ingrédients seront toujours ce qu'ils sont, mais c'est vous qui déciderez de manger plus ou moins de ces biscuits en connaissance de cause. Savoir à quel type de temps correspond chaque moment de sa journée permet de comprendre objectivement de quoi est fait son temps quotidien. Le temps professionnel. N'importe quelle seconde dépensée ayant pour but de gagner une somme d'argent, immédiatement ou à long terme, est une seconde de temps professionnel. Peu importe que vous perceviez l'argent à terme, salaire fixe, ou que ce soit un projet professionnel qui aboutira à la hauteur de vos espérances ou en deçà. Si le but final est une rémunération financière certaine ou espérée, alors ce temps rentre dans cette catégorie de temps professionnel. Une activité ayant pour finalité une rémunération se classe en temps professionnel. Le temps personnel. Le temps personnel a toujours une forme de relative productivité, d'utilité, mais n'est pas fait de manière contrainte. Cela peut être des vacances en dehors de chez vous, mais aussi une activité que vous aimez faire, comme jouer aux jeux vidéo, regarder un film, appeler vos amis. À compter du moment où pratiquer cette action n'est pas vécue comme une corvée,
alors vous pouvez rentrer cette dépense de temps dans cette catégorie. Ainsi, certains mettront faire les courses ici, tandis que d'autres classeront cette même activité dans la catégorie des obligatoires. Tout dépendra de votre rapport au shopping. Une activité génératrice de plaisir mais sans autre bénéfice se classe en temps personnel. Le temps pour soi. C'est le temps le plus sacrifié et qui pourtant nourrit l'essence même de qui vous êtes. Tout ce qui va nourrir votre esprit, votre corps et votre âme va se trouver ici. Il s'agit de l'acquisition de nouveaux savoirs ou de nouvelles compétences, sans objectif particulier, comme lire un livre, jouer d'un instrument de musique, apprendre une langue, mais également la pratique d'un sport comme le yoga, le cardio, le renforcement musculaire, ou encore l'introspection, la spiritualité, comme la méditation, l'organisation de son temps, la cohérence cardiaque, une séance de coaching, etc. Une activité qui vous fait progresser physiquement, mentalement ou spirituellement se classe en temps pour soi. Le temps obligatoire. Ce temps englobe les temps de trajet pour aller au travail, les tâches ménagères, les tâches administratives, etc. Tous les moments qui sont obligatoires et pour lesquels vous pouvez ressentir un mécontentement. Si un temps ne rentre pas dans les catégories précédentes et qu'il comporte une charge négative, alors il a de fortes chances de se retrouver classé ici. Vous inclurez également le sommeil, les repas et l'hygiène personnelle ici. Ces activités vitales sont des tâches à part et j'aurais pu créer une autre catégorie pour eux. Mais même si mon expérience m'a démontré que ces besoins pouvaient être manipulés positivement, sans modifier notre rapport plaisir-déplaisir vis-à-vis de ces derniers, leur caractère inexorable les classe dans le temps obligatoire. Une activité obligatoire vous donnant un sentiment négatif se classe en temps obligatoire. Les activités vitales se classent également en temps obligatoire. Le temps perdu ou le non-temps. Ce temps existe. Il se développe d'ailleurs avec la technologie dont je suis pourtant si passionné. C'est le temps qui n'entre dans aucune des catégories précédentes. Une pause cigarette, c'est du non-temps. Aller 20 fois sur les réseaux sociaux en quelques heures pour regarder les mêmes contenus à peine actualisés, c'est du non-temps. Être sur son téléphone depuis 30 minutes alors que l'on était venu chercher une information précise et facile à trouver, c'est encore du non-temps. En résumé, le non-temps englobe toutes les actions qui se sont faites sans décision réelle de votre part, sans que vous soyez en pleine conscience, dont le temps dépasse souvent celui que vous vouliez y consacrer et qui ne vous apporte aucun plaisir ou déplaisir particulier. Une activité qui remplit votre temps sans apport, sans être obligatoire, sans plaisir, sans déplaisir, se classe en temps perdu ou non-temps. Votre temps. Maintenant que vous connaissez la nomenclature des différents secteurs où vous dépensez votre temps, je vous propose de consacrer un moment à noter sur une feuille ce que vous avez fait la semaine passée. Nommez tous ces moments, quantifiez-les et bien sûr, regroupez-les lorsqu'ils sont récurrents. Une fois regroupés, divisez par 7 chaque type de temps inscrit afin de rationaliser chaque poste de dépense temporelle sur une journée. Rangez ensuite chacun de ces postes dans chacune de ces 5 catégories. Vous éprouverez sûrement des difficultés à quantifier les moments, mais vous pouvez les estimer au jour le jour. Cherchez simplement à être honnête et pragmatique pour avoir un résultat proche de la réalité. Je vous donne un exemple de répartition sur une journée. Je compte 5h30 pour mon temps professionnel, réparti entre le travail au bureau, 5 heures, et les réponses aux mails depuis mon domicile, 30 minutes. Je compte 1h30 pour mon temps personnel, 30 minutes pour appeler mes parents et 1 heure pour jouer à la console. Je réserve également 2 heures de temps pour moi, à savoir 1 heure à lire dans les transports en commun et 1 heure de sport. Il y a ensuite ce que j'appelle le temps obligatoire, 7 heures de sommeil, 2 heures pour les repas, 1 heure consacrée à l'hygiène, 10 minutes pour faire la vaisselle,
25 minutes pour le ménage et encore 25 minutes pour les courses. Et enfin, 4 heures de non-temps, partagées entre les réseaux sociaux, 2 heures, la télévision, environ 1h30 pour un programme qui ne m'intéresse pas, et une discussion avec un voisin à qui je n'ai pas envie de parler, environ 30 minutes. Après cet exercice, vous allez enfin avoir pour la première fois de votre vie une vision claire, objective et sans concession du comment est utilisé mon temps sur une journée. Formidable nouvelle, car vous allez ainsi pouvoir prendre des décisions, pointer ce qui ne vous convient pas et changer tout ce que vous voulez. C'est une première étape importante vers la liberté et l'autonomie. D'ailleurs, d'après vous, faire cet exercice fait partie de quelle catégorie de temps? Réponse: cet exercice est une introspection que vous avez voulu faire dans un but positif sur votre vie. Le temps passé à le réaliser fait donc partie du temps pour soi. Votre combat contre le temps. Je me suis souvent posé cette question. Comment diable je me débrouille pour ne jamais avoir de temps? Plus je suis débordé, plus je visualise ce que je pourrais ou j'aimerais faire si j'avais du temps devant moi. Mais force est de constater que sur mes moments libres, je ne sais pas quoi faire. Ou du moins je me fais croire que je ne peux rien faire pour le moment, trop absorbé dans du rien, à actualiser frénétiquement mes réseaux sociaux sans même profiter de ce non-temps. Le mouvement perpétuel. En voulant aborder ce sujet avec vous, j'allais commencer par dire, lorsque j'étais un procrastinateur avéré, mais je me suis ravisé. Un procrastinateur l'est pour toujours. Je suis un procrastinateur abstinent. Je fais volontairement le même parallèle que pour certaines addictions. Quand, après 15 ans à fumer des quantités incroyables de cigarettes, environ 2 paquets par jour, je me suis arrêté, j'ai vite compris que je ne serai jamais non-fumeur, puisque l'envie peut régulièrement revenir me hanter, sans raison particulière. Je suis donc un fumeur abstinent, je résisterai en permanence à ce vice inutile et destructeur. Je crois qu'il en est de même pour mon côté procrastinateur. Les stratégies, ou plutôt la philosophie du temps que j'ai mise en place depuis des années, gardent enfermée cette tentation qui, comme la cigarette, ne m'amène aucun bénéfice. Aujourd'hui, je sais prendre des pauses, du temps pour moi. Avant, je ne le faisais jamais pour continuer d'avancer ou par culpabilité. J'avançais, mais en marchant au ralenti et en procrastinant. J'avais le sentiment d'être toujours dans une mélasse d'activités, toujours en retard et sans jamais prendre de moments de plaisir ou de repos. C'est la perversité d'un système qui se déroule sans que nous en soyons à l'origine réellement. Pourquoi je n'avais jamais de temps? Parce que j'avais toujours le sentiment de devoir le rattraper. Parce que je n'étais pas organisé. Ce mot n'est pas vulgaire et porte malheureusement trop souvent l'image d'une vie effrénée, carrée, productive en permanence, fade et bien rangée. Il n'en est rien. S'organiser, ce n'est pas remplir un planning jusqu'à débordement. S'organiser, c'est avant tout avoir une vision globale du temps que l'on a et pouvoir décider de ce que l'on va en faire. Pour moi, et c'est tout l'objet de ce livre audio, c'est aussi une manière de pouvoir générer un temps infini en optimisant ce qui peut l'être, toujours sans souffrance. Sans souffrance. Ça n'est pas la première fois que j'utilise cette expression dans ce livre audio, car c'est un élément essentiel. Mon objectif était de transformer des actions ponctuelles ou nouvelles en habitudes. Mais pour être sûr de les tenir dans le temps, je devais m'assurer qu'elles ne me feraient jamais souffrir. Pour avoir du temps, il faut une organisation saine et non contraignante, au risque d'abandonner rapidement. Les habitudes ne font pas souffrir. Une étude scientifique de la psychologue Philippa Lally, en 2009, a démontré qu'il fallait en moyenne 66 jours pour qu'une personne adopte une nouvelle habitude. C'est-à-dire une chose que l'on va faire naturellement, souvent quotidiennement, sans le vivre comme une contrainte dans le temps. Évidemment, cette action peut être dérangeante au début, puisque vous injectez une nouveauté dans votre vie en occasionnant un changement. Le meilleur exemple que je puisse vous donner est celui du brossage de dents chaque matin. Il y a encore 150 ans,
Personne ne se brossait les dents quotidiennement, car la brosse à dents que l'on connaît aujourd'hui n'existait pas. Du moins, c'était un produit de luxe, et les médecins dénigraient cette méthode depuis le Moyen Âge. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Vous le faites sans avoir besoin de vous le marquer dans l'agenda. Et je ne pense pas que, chaque matin, vous vous disiez « Oh là là, il faut encore que je me brosse les dents, j'ai tellement la flemme de le faire ». Assurément non. C'est une action quotidienne, naturelle, sans souffrance. Les changements que vous allez opérer dans votre vie et dans votre façon d'appréhender le temps vont rapidement devenir quelque chose de naturel auquel vous ne penserez plus. Puisqu'aujourd'hui vous subissez vos habitudes et leurs effets parfois négatifs, du moins je le devine par votre simple intérêt pour ce livre audio, alors demain, vous ne vivrez que dans le bénéfice de vos nouvelles habitudes que vous ferez de manière automatique. Si vous changez une routine quotidienne durant 66 jours en moyenne, ce changement deviendra une habitude que vous effectuerez naturellement sans y penser. La conscience du but. Pourquoi n'avais-je jamais de temps auparavant? Parce que je ne connaissais pas mes objectifs de vie et mes véritables buts. Parce que j'avais du mal à prendre des décisions fermes et rapides. En réglant ce problème, tout est devenu plus clair. Je sais ce que je veux et je peux prendre une décision en la comparant seulement à des mots simples, autonomie et liberté. Pourquoi n'avais-je jamais de temps auparavant? Parce qu'il passe toujours et qu'il se remplit toujours de quelque chose. Mais plus le quelque chose est futile et non décidé, moins il est nourri et plus il semble ne pas avoir existé. L'hiver dernier, nous sommes partis en Thaïlande du côté de Krabi avec Céline H. Après avoir fui la plage où le soleil devenait insupportable par son intensité, nous avons opté pour de confortables transats, dans l'herbe, sous un arbre, près des petites maisons du site où nous logions. Cette proximité du site permettait de capter le Wi-Fi. Nous étions arrivés 36 heures plus tôt, mais il avait plu intensément pendant tout ce temps. C'était donc le premier jour où nous profitions de la beauté des lieux. Céline se posa un peu sur son téléphone pendant que j'avais sorti l'excellent roman de Christine Béroux. Au bout de 5 heures, la nuit commençait à tomber et nous allions partir. Céline a tout littéralement halluciné quand elle a vu l'heure qu'il était. Elle n'arrivait pas à croire que nous avions passé 5 heures ici. Elle avait juste navigué de site en site en regardant ses réseaux sociaux et Internet. En temps ressenti de son côté, il s'était passé 1 heure où elle avait geeké sans but. De mon côté, j'étais content de rentrer. J'avais terminé le livre et même eu le temps de faire une petite sieste. J'avais vu ce temps et j'avais pu profiter de lui en décidant ce que j'allais en faire. Je prends cet exemple récent et flagrant, mais j'aurais bien sûr pu être à la place de Céline H si j'avais commencé en dégainant mon téléphone portable juste pour voir un truc. Le comble de cette histoire est le titre du roman que je lisais, À la recherche du temps perdu sur Internet, que Céline H avait lu quelques semaines avant moi. Le temps se remplira toujours de quelque chose, avec ou sans votre accord, en augmentant les activités de non-temps si nécessaire. Si vous décidez d'être maître du temps, de son contenu, pas de son écoulement, alors je peux vous faire la promesse que vous aurez toujours du temps, même lorsque tout sera rempli. Par contre, si vous ne le décidez pas, vous resterez toujours l'esclave de son écoulement permanent. N'importe quel moment de votre journée doit être vécu en pleine conscience. En étant conscient du temps qui passe, vous resterez maître de son contenu. Focus sur le temps productif, les lois du temps. Je ne suis pas le premier à être passionné par le temps, son avancée inexorable, le côté éphémère de sa présence pourtant permanente. Beaucoup de lois ont été énoncées et certaines peuvent résonner en vous comme une révélation. Voici les 2 lois incontournables que vous devez connaître. La loi de Parkinson, la dilatation temporelle. Cyril Northcott Parkinson était un essayiste du XXe siècle. En plus de ses activités de professeur d'histoire à Singapour, il a écrit 3 essais, dont un en 1957, Les lois de Parkinson. La plus intéressante loi de Parkinson est celle sur la dilatation du temps. Elle se formule ainsi.
Tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible. Je suis certain que quelques-uns de vos neurones viennent d'exploser en entendant cette phrase. Je vous rassure, il vous en reste entre 68 et 100 milliards, pas de panique. Je peux vous affirmer que c'est l'un des grands piliers de ma propre productivité permanente, actuelle évidemment. Je m'accorde des délais courts pour faire les choses, et en contrepartie, mon cerveau s'adapte, trouve les stratégies pour y arriver, élimine immédiatement le superflu, le non-temps, et va à l'essentiel. Il devient mon allié et je me rends plus efficace pour tenir mon échéance. J'ai d'ailleurs remarqué que les vidéos que j'écris, tourne et parfois monte et publie le jour même sont souvent celles qui ont le plus de succès. À l'époque où je réalisais une vidéo par jour sur Internet pendant 1 an, mon ami Pierre Cross a également tenu ce rythme du lundi au vendredi. En discutant ensemble, nous étions tombés d'accord sur un point. Que l'on ait une journée ou une semaine pour faire une vidéo, nous utilisions tout le temps disponible pour un résultat équivalent. Il y a quelques années, une expérience a été menée sur 2 groupes. Chacun d'entre eux devait effectuer la même tâche avec le même objectif. Le premier groupe avait un délai 2 fois plus long que le deuxième groupe. Une fois l'expérience terminée, il a été constaté, comme le prévoyait la loi de Parkinson, que les 2 groupes avaient utilisé la totalité du temps imparti et qu'ils avaient obtenu le même résultat. Alors, dans votre planning ou rétro-planning, ne voyez jamais trop large. Il sera toujours temps d'en rajouter du temps, si le besoin se fait sentir. Par exemple, en augmentant les délais ou simplement en déléguant. Vos dates d'échéance doivent donc aussi tenir compte du fait que vous avez parfois besoin de plus de temps pour atteindre votre objectif afin de ne pas être pris en étau le cas échéant. Ne prévoyez pas de délai trop large quand vous souhaitez réaliser quelque chose. Préférez rajouter du temps pour terminer lorsque c'est nécessaire. La loi de Laborie, la loi du moindre effort. Henri Laborie est ce genre d'homme qui semble avoir eu 1000 vies en une. Médecin, chirurgien, neurobiologiste, éthologue, philosophe, spécialiste du comportement humain, nul doute que son temps était infini. Il a révolutionné la psychiatrie ainsi que l'anesthésie et a écrit de nombreuses publications de référence sur les neurosciences. Avait-il un secret? Oui, mais il ne l'a pas gardé pour lui. Selon Laborie, nous aurions tous au fond de nos gènes une petite voix qui tend à nous faire choisir ce qui nous demandera le moins d'efforts. Il n'est pas naturel de se contraindre à faire ce qui nous dérange. Alors, nous repoussons et nous souffrons. Le but de nos cellules est d'obtenir de la dopamine, une molécule que le cerveau nous délivre lorsque l'on fait quelque chose de satisfaisant ou quand nous œuvrons pour nos besoins primaires. Cette chimie cérébrale était utile à l'aube de l'humanité pour nous stimuler à survivre, mais aujourd'hui, nous avons moins de difficultés à trouver de la nourriture ou un abri. Malheureusement, nous sommes toujours programmés pour être en quête de cette récompense par d'autres biais, souvent inutiles. Connaître cette loi, la loi du moindre effort, et l'explication de son existence vous permet de lutter contre elle. Une solution existe. Je vais vous la décrire via un magnifique exemple d'une vidéo visible sur Internet qui s'intitule « Une incroyable leçon de vie ». Voici un résumé de la vidéo. Un professeur prend un grand bocal en plastique devant ses élèves. À l'intérieur de ce bocal, il met autant de balles de golf que possible et demande à ses élèves si le vase est plein. Les élèves répondent oui, qu'il ne peut plus rien mettre. Il verse alors un agglomérat de gravier dans le vase. Les graviers viennent se loger dans les trous restant entre les balles jusqu'à remplir de nouveau le bocal. Il repose la même question à ses élèves qui, encore plus formellement, affirment que maintenant le vase est vraiment plein. Le professeur sort alors un grand verre plein de sable qu'il verse intégralement dans le grand bocal. Le sable trouve où se loger entre les graviers jusqu'à arriver en haut du bocal. Cette fois, évidemment, les élèves peuvent dire que le grand bocal est maintenant vraiment plein, tout en souriant. Ils ont raison. Mais le professeur sort 2 bières et les verse dans le bocal jusqu'à ce que la bière arrive en haut. Il verse jusqu'à 1,5 bouteilles. Cette vidéo est une métaphore de la vie et du bonheur. Mais j'y vois une image supplémentaire. J'y vois une métaphore des 24 heures d'une journée.
Si le bocal représente une journée entière, alors il est toujours possible d'utiliser ce temps pour en générer du nouveau, à condition de lutter contre l'envie naturelle d'aller vers le moindre effort. Si les balles de golf représentent les grosses choses, lourdes, rarement agréables à faire, parfois compliquées à commencer, alors il faut les faire en premier dans la journée. Vous aurez quand même de la place pour les petites choses, les graviers, puis pour votre non-temps, le sable, et même pour les choses qui s'ajoutent et vous détournent de l'essentiel, les bières. Mais si vous commencez par remplir votre journée avec des petites choses, les soucis à gérer, le non-temps, puis que vous y ajoutez les moments où vous serez interrompu par vos mails et vos coups de téléphone, comment voulez-vous garder de la place pour ensuite mettre vos balles de golf? Il vous paraît sûrement évident maintenant de remplir votre journée dans le bon ordre. Les petites choses peuvent attendre d'être gérées pour se contraindre coûte que coûte à commencer par l'essentiel. Connaître la loi de Laborie, c'est agir par priorité et ne pas écouter cette petite voix qui ne veut que du loisir ou du facile. Pour avoir du temps, il faut toujours commencer par les tâches les plus difficiles. Qu'est-ce que votre temps? Le temps. Je dois vous avouer que je suis complètement fasciné par cette notion depuis mes années de maternelle. J'ai 3 souvenirs particuliers très précis de mon rapport au temps. En vous les racontant, vous comprendrez les derniers fondements de ma philosophie et nous pourrons commencer à agir sur votre temps. La découverte du temps relatif. Je me souviens qu'aux alentours de mes 4 ou 5 ans, j'avais horreur de faire la sieste. Cette terrible coupure qui m'empêchait de faire ce que je souhaitais vraiment. Je ne comprenais absolument pas pourquoi je devais aller faire cette satanée sieste. Je ne la vivais pas comme une injustice, donc j'obéissais sagement à ma mère. Mais je ne comprenais pas cette obligation que tout le monde trouvait si importante. Je restais éveillé en attendant avec un peu d'agacement le moment où j'allais pouvoir retrouver mes jouets. Mais un jour, la lumière fut. J'eus une idée de génie. Enfin, c'est ce que je pensais du haut de mon jeune âge. Si j'essayais de dormir, alors la sieste ne semblerait avoir duré qu'une seule seconde à mon réveil. Sans le savoir, je venais de découvrir une notion basique du temps relatif, selon l'action que l'on fait et l'intérêt que l'on y porte. Entendons-nous bien. Je savais que la sieste était un moment pour dormir, mais je ne l'ai faite que dans l'optique de ne pas subir le temps qui passe en m'ennuyant. Le ressenti du temps qui passe dépend de l'activité que vous faites. Soyez cohérent entre ce que vous faites et la catégorie de temps dans laquelle vous êtes. La conscience de l'éphémère. Mon deuxième souvenir appartient à mon moi d'environ 7 ans. J'ai contracté une violente et douloureuse varicelle sur tout mon corps. J'avais des boutons jusque dans ma bouche, sous mon palais et même à un endroit intime où aucun homme ne souhaite avoir la varicelle. Ces symptômes m'obligeaient à recevoir plusieurs fois par jour des soins, douloureux le temps de leur application. Je repoussais le moment de les recevoir grâce à de nombreux stratagèmes, plus ou moins légitimes et plus ou moins crédibles. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, chaque minute que je gagnais avant le début du traitement n'était pas une victoire. Au contraire, je vivais un long supplice, celui de l'attente. L'épée de Damoclès allait tomber inexorablement pour l'une des 3 fois de la journée. C'est au moment où la maladie était la plus violente que j'eus un moment de sagesse enfantine. Je me suis rendu compte que, quoi qu'il arrive, j'allais devoir me soigner. Mais j'ai surtout compris que même en repoussant le soin comme je le faisais, le temps, lui, continuait d'avancer sur l'horloge de ma chambre. J'en conclus que le traitement commençait souvent au moment où il aurait dû n'être qu'un souvenir, si seulement je m'étais résigné à le recevoir au bon moment. Dit de cette manière, ça ne semble rien, mais je venais de toucher du doigt quelque chose. L'instant présent est éphémère et se vit seulement sur le moment. L'instant d'après, il n'est déjà plus qu'un souvenir sans sensation, une simple information de ce qui a été. Depuis ce jour, j'ai toujours foncé sur les choses douloureuses, pour ne plus les redouter et qu'elles fassent partie de mon passé le plus vite possible. En faisant rapidement ce que vous redoutez le plus, vous gagnez sur 2 tableaux, moins de charge mentale et plus de temps libre. La singularité initiale.
Pour mon troisième souvenir, faisons un bond dans le temps. Nous arrivons devant le collège Jean Guiton, au nord de La Rochelle. Inutile de me chercher dans la cour de récréation, je suis probablement au CDI, au milieu des livres et proche du premier ordinateur que je rencontre dans ma vie. C'est ici que je vais développer un profond intérêt pour l'univers, la physique et l'astrophysique. Je découvre la fascinante théorie du Big Bang, l'origine de l'univers, tant moquée dans les années 1950. 30 ans auparavant, Edwin Hubble avait pourtant révélé que l'univers n'était pas statique, car les galaxies se déplaçaient en s'éloignant. C'était un début de preuve que l'univers était bien en extension et qu'il y avait nécessairement eu un moment zéro où tout était concentré dans un espace plus restreint, le Big Bang, autrement appelé la singularité initiale. J'apprendrai plus tard que ce qui nous semble si quotidien aujourd'hui est apparu à ce moment précis, le temps. Je devrais dire le temps réel, celui qui coule inexorablement, un peu comme dans les représentations de Salvador Dali. Avant le Big Bang, le temps réel tel que nous le connaissons n'existait pas. Ce temps est comme une mécanique en dehors d'elle-même qui avance sans pause et sans retour possible. Ce temps que l'on perçoit sur nos montres pour le différencier du temps imaginaire, encore plus fascinant. Le temps imaginaire, lui, existait même avant le Big Bang. C'est un temps qui ne s'écoule pas et qui ne se perçoit qu'à travers les mathématiques. Il est impossible pour nous de nous le représenter mentalement. Il existe dans le plan complexe, se manipule avec des nombres complexes et a permis de résoudre bien des problèmes, dont ceux de la physique quantique et du comportement de l'infiniment petit. Dans le temps imaginaire se trouvent le passé, le présent et le futur en même temps. Avec le Big Bang est apparue l'énergie, qui est l'essence même du temps réel. Le temps imaginaire, lui, existe en dehors de l'énergie. Je pourrais écrire un livre entier sur ce passionnant sujet. Je vous explique tout cela pour que vous puissiez observer, en regardant par la fenêtre de ma mémoire épisodique, d'où me vient cette fascination pour le temps. Il nous paraît tellement familier que l'on oublie qu'il est si magique, si présent, si complexe. Nous courons tous après lui. Mais pourquoi ? Principalement pour avoir le temps de tout faire ou pour pouvoir prendre du temps. Mais à l'inverse du sablier d'Horace Slughorn dans Harry Potter, il s'écoule plus vite quand notre intérêt est stimulé et plus lentement lorsque la tâche est rébarbative. Le temps réel est le temps associé à de l'énergie. Si vous gaspillez du temps réel, alors vous gaspillez votre énergie. Le temps imaginaire existe, lui, en dehors de l'énergie, et par essence, il ne peut pas être gaspillé. Récapitulatif. Ce livre audio est donc une promesse de vous offrir un temps infini, et ce, sans toucher à l'essence de vos activités actuelles. Je m'y engage. J'ai dû et pu le faire pour moi par la force des choses. J'ai pu l'analyser, j'ai pu également aider mon entourage efficacement avec ces mêmes méthodes. Vous aussi, vous allez accéder à ce temps réel ayant la même profondeur que le temps imaginaire. La première chose que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a pas de souffrance dans cette méthode pour aborder le temps. Le but n'est certainement pas de devenir plus productif à tout prix. Chacun fait ce qu'il veut de son temps et la productivité est quelque chose de subjectif. La deuxième chose, c'est que vous allez changer votre rapport au temps. Vous allez jouer avec lui, glisser avec lui et ne plus le subir. Vous avez sûrement décidé d'écouter ce livre audio pour avoir plus de temps pour mener à bien vos projets professionnels, avoir plus de temps pour vos activités personnelles, avoir plus de temps pour prendre soin de vous, ne plus vous sentir dépassé, ou pour plusieurs de ces raisons. Vous trouverez tout cela en même temps, au fur et à mesure de votre écoute, mais aussi un pouvoir bien plus complet allant vers l'autonomie et la liberté. Combien vaut votre temps ? Voici un autre exercice facile à réaliser et qui va vous apprendre quelque chose d'utile pour vous. La valeur financière de votre temps. Cette section a pour but de vous aider à calculer la valeur purement financière de votre temps. Il s'agit bien sûr d'une estimation. Celle-ci va mélanger des sensations émotionnelles ou inconscientes à des données très factuelles.
Vous obtiendrez la meilleure estimation de la valeur de votre temps que vous n'avez jamais eue. J'ai fait cet exercice tardivement dans ma vie, en 2016, lors d'une formation que m'offrait Google en ma qualité de YouTube Partner. J'avais intégré avec une poignée de personnes un programme spécial en interne, dirigé par les équipes londoniennes de Google. Nous avons fait cet exercice qui m'a souvent aidé à y voir plus clair dans mes choix. Vous verrez d'ailleurs bientôt à quel point le processus de décision peut être inutilement long, simplement par manque d'outils. Répondez donc le plus sincèrement possible et suivez les consignes. Pour simplifier l'exercice, vous devez imaginer les résultats en net et non en brut. La carte cadeau. Imaginez que je vous propose de passer 1 heure au téléphone, sans rien faire d'autre qu'attendre votre tour pour gagner une carte cadeau que vous pourrez dépenser n'importe où. Combien devrait coûter au minimum cette carte cadeau pour que vous patientiez sagement au téléphone durant 60 minutes? Retenez bien ce montant 1. La tâche facile. Vous devez exécuter une tâche simple et répétitive pendant 1 heure. Cette tâche ne vous apporte rien de spécial à aucun niveau, mais elle doit être faite absolument pendant 1 heure entière. Combien seriez-vous prêt à dépenser au maximum pour que je fasse cette tâche pour vous pendant 60 minutes? Retenez bien ce montant 2. Vos véritables revenus. Prenez l'ensemble de vos revenus issus de votre travail du mois dernier. S'ils sont fluctuants, faites-le sur une année pour obtenir une moyenne mensuelle. Calculez maintenant tout le temps que vous avez passé à travailler pour obtenir ces revenus. S'ils sont fluctuants, faites-le également sur une année. Enfin, calculez le temps que vous avez passé dans les transports pour obtenir ces revenus. S'ils sont fluctuants, faites-le encore sur une année. Tapez l'opération suivante sur une calculatrice. Additionnez votre temps de travail et votre temps de transport. Divisez vos revenus par le résultat de l'addition. Retenez bien ce montant 3. Votre seuil de satisfaction. Vous allez maintenant faire une estimation. C'est l'étape la plus complexe. Vous devez estimer combien vous souhaiteriez gagner par heure de travail pour vous sentir satisfait. Il ne s'agit pas du montant minimum, et encore moins d'un fantasme de montant exorbitant. Vous devez noter le montant que vous trouvez raisonnable. À titre d'exemple, la première fois que j'ai fait cet exercice, j'avais noté 12 euros. Retenez bien ce montant 4. Additionnez les montants 1, 2, 3 et 4 et divisez l'ensemble par 4. Vous obtenez ainsi une estimation réaliste de la valeur d'1 heure de votre temps. Le résultat peut être surprenant et je vous invite à le comparer avec les montants 1, 2, 3 et 4 individuellement. Comparez les écarts et voyez si vos réponses sont cohérentes avec ce que vous valez vraiment. Interprétation des résultats. Si votre valeur est inférieure au montant de la carte cadeau, vous avez conscience de ce qui est important. Attention à ne pas avoir des objectifs surréalistes au risque de perdre de l'énergie face à des buts inaccessibles, surtout si l'écart entre la valeur que vous attribuez à votre temps et la valeur que vous attribuez à la carte cadeau est important. Si votre valeur est supérieure au montant de la tâche facile, vous devez absolument déléguer les tâches où votre présence n'est pas une valeur ajoutée. Plus l'écart est grand, plus vous gaspillez votre valeur temporelle en faisant ces tâches. Si votre valeur est inférieure au montant de la tâche facile, en l'état, vous n'avez pas forcément d'intérêt à déléguer des tâches. Vous êtes en position d'autonomie face à vos projets actuels. Si votre valeur est supérieure au montant de vos revenus, vous êtes aligné avec qui vous êtes et ce à quoi vous aspirez. C'est une excellente nouvelle pour votre temps infini. Si votre valeur est inférieure au montant de vos revenus, cela signifie que vous n'êtes pas aligné. Rassurez-vous, quel que soit l'écart, ce n'est pas une catastrophe. En travaillant sur vos ambitions professionnelles, mais aussi sur votre notion de satisfaction, vous pourrez rentrer en cohérence.
Votre temps a une valeur à chaque moment de la journée, même en dehors de votre activité professionnelle. Y aviez-vous déjà pensé? Connaître la valeur moyenne de son temps va vous aider à prendre des décisions. Comment décider sans perdre de temps? Le principe des filtres. Cette méthode des filtres m'a été inspirée par le test de Socrate. Il s'agit d'un test de vérité attribué à ce philosophe grec, inventeur de la philosophie morale et politique. Le récit du test place Socrate comme le personnage principal, mais nous ne saurons jamais si cette conversation a vraiment eu lieu. Ce qui n'enlève rien au fond de cette histoire et à ce qu'elle a pu stimuler chez moi. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique, Socrate était déjà renommé en tant qu'illustre philosophe doué d'une grande sagesse. Un jour, l'un de ses disciples vint le voir et lui demanda « Socrate, sais-tu ce que je viens d'apprendre à propos de Diogène ?» « Un instant, répondit Socrate. Avant de me raconter cela, tu dois passer un test. Je l'appelle le test des 3 filtres. Voyons ce que tu as à me dire. Le premier test est celui de la vérité. Es-tu absolument certain que ce que tu vas me raconter est la vérité? À vrai dire, non. En fait, on me l'a raconté. Bien, dit Socrate. Tu ne sais donc pas si cela est vrai ou faux. Passons maintenant au 2e filtre, celui de la bonté. Est-ce que ce que tu vas me raconter à propos de Diogène est quelque chose de positif? Non, bien au contraire. Soit, continua Socrate. Tu t'apprêtes à me raconter au sujet de Diogène quelque chose qui pourrait être mauvais alors que tu ne sais même pas si c'est la vérité. Mais tu peux quand même passer le test grâce au 3e filtre. Est-ce que ce que tu vas me raconter va m'être utile par la suite? Utile? Non, pas vraiment. Bien, conclut Socrate. Si ce que tu veux me dire n'est ni vrai, ni bon, ni même vraiment utile, pourquoi vouloir me le dire et pourquoi devrais-je t'écouter? Être au clair avec vos valeurs vous aidera à faire des choix conscients plus rapidement. Au-delà de la sagesse de cette conversation, voyez l'intérêt d'avoir des filtres préétablis. Des filtres construits en amont, de manière réfléchie, vous permettront de prendre des décisions conscientes et rapides, en accord avec vos valeurs ou vos objectifs. Les filtres professionnels. Personnellement, je trouve le test de Socrate très inspirant pour modifier sa propre manière de décider. Il résonne en moi à la manière des accords Toltec. Ce livre de Don Miguel Ruiz propose 4 principes de vie qui pourraient être considérés comme des filtres permanents. J'ai décidé de créer plusieurs filtres que j'utilise comme un système d'entonnoir pour mes projets, mes objectifs du moment et mes envies. Ils se nomment rentabilité, charge temporelle ou faisabilité, développement de carrière et fun ou passion. Ces 4 filtres sont à mon sens universels, mais vous pourrez bien sûr en ajouter ou en supprimer en fonction de vos propres buts dans la vie. En fonction des étapes de ma vie professionnelle, je les range dans un ordre différent, les uns au-dessus des autres. Chaque nouvelle décision, chaque idée, chaque projet est versé en haut et doit couler le plus bas possible pour être validé. S'il bloque sur l'un des 2 derniers filtres, je commence à considérer l'idée en prenant du temps et de la réflexion. Mais s'il bloque sur l'un des 2 premiers filtres, le projet est éliminé, purement et simplement. Voici un exemple concret. À un stade de ma vie où je devais absolument développer ma société pour pouvoir envisager des projets plus fun et plus conséquents, mes filtres étaient rangés comme ceci. Rentabilité, charge temporelle ou faisabilité, développement de carrière, fun et passion. Si le projet ou l'idée avait une rentabilité satisfaisante, alors je regardais le temps que ça me prendrait via un rétro-planning et quel pourcentage de chances le projet avait d'aboutir. Si ces 2 filtres étaient satisfaisants, j'envisageais le projet même si les 2 derniers filtres n'étaient pas pleinement satisfaisants. Aujourd'hui, mes filtres sont les suivants. Fun et passion, charge temporelle ou faisabilité, rentabilité,
développement de carrière. En clair, si un projet me plaît et que la charge temporelle ou faisabilité est correcte, alors je me lance sans trop me soucier de la rentabilité ou du développement de ma carrière. Il faut retenir que si je peux me permettre une telle séquence, c'est justement parce que, au préalable, j'ai tenu coûte que coûte l'ordre précédent. C'est un parti pris qui m'appartient à l'instant T et qui évoluera de nouveau au fur et à mesure de ma vie, en fonction de mes besoins et de ce qui me rend heureux. En passant vos décisions dans le tamis de vos filtres professionnels, vous aurez vos réponses instantanément, sans faire de suppositions inutiles. Les filtres personnels. Ce qui marche pour créer du temps supplémentaire dans sa vie professionnelle fonctionne également dans sa vie personnelle. Vous pouvez créer des filtres universels que vous utiliserez tout le temps ou simplement en créer pour chaque décision un peu complexe à prendre. Voici un exemple concret. Imaginons que vous ayez un choix à faire entre 3 destinations de vacances qui vous plaisent, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Vous pouvez établir vos filtres par priorité. Par exemple, soleil et chaleur, dépaysement, possibilité d'être entre amis, lieu intéressant à visiter, activité locale, présence de Wi-Fi, etc. En passant chaque destination au tamis de ces filtres, vous pourrez choisir celle qui a réussi à descendre le plus bas. Quand vous avez du mal à faire un choix, les filtres personnels vous aident à retrouver de l'objectivité et à prendre la bonne décision.